Donc c'est la troisième fois que je viens à Sofia. Je prends énormément de plaisir à venir ici, tout simplement parce que pour un Français, un Parisien, c'est très dépaysant. On perd un peu nos marques, et puis surtout que l'accueil qui m'a été fait est vraiment super. L'exposition s'appelle Vernacular Mashup, donc c'est un mix de deux mots, on va dire, barbares, mais que j'apprécie. Bon, la photo vernaculaire, c'est un terme un peu difficile et encore à expliquer. Pour moi, la photo vernaculaire, c'est une photo de proximité, c'est une photo qui ne donne pas du tout la part belle à l'artiste, c'est vraiment la photo qui reste dans le cercle familial. C'est ça le côté vernaculaire, c'est de la photo de souvenir, de la photo de proximité, de la photo intime pour la plupart. Et donc vernaculaire vient de ce choix d'utiliser cette photo pour travailler. Ça peut être de la photo de preuve, ça peut être de la photo médicale, de la photo d'archives. Ça, c'est pour le côté vernaculaire. Mashup, alors mashup, ça vient plutôt de l'univers de la musique. Le mashup, c'est un mix. Mashed potatoes, c'est de la purée. Donc on prend plein de sources disparates de création et on les mélange. Et ce que j'ai fait ici à Sofia, les 5 séries que je présente sont cette grande purée, ce mélange de photos, d'interventions personnelles pour créer 5 séries qui, à mon sens, sont pertinentes. Et pourquoi l'univers de la musique? Parce que en dehors de l'expo, hier soir, au moment du vernissage, j'ai pris le temps de passer des disques en lancement de la soirée. Une de mes premières collections a été de collectionner des disques. À l'époque, c'était des disques vinyles. Mon métier est un métier passionnant. Je travaille dans l'édition. Je suis éditeur délégué. Je fais des livres pour d'autres éditeurs. Je suis éditeur moi-même avec les éditions Innocence. J'ai commencé à m'intéresser aux images. J'ai une formation de graphiste au départ. Donc vraiment un intérêt pour l'image tout azimut, pas spécialement la photo, hein, l'illustration, le dessin, la peinture, le graphisme, l'architecture. Mon intervention artistique vient vraiment de ma passion pour le livre. Les séries photos que je présente sont souvent articulées, mises en place, éditées, comme si je faisais un livre. Ma collection se compose à peu près de 400 000 matériels photographiques, donc beaucoup de négatifs, beaucoup de tirages papier, beaucoup de photos d'amateurs, beaucoup de cartes postales. Pour moi, ce matériel photographique ne m'intéresse pas par son esthétisme, par le fait que le temps est passé par là et a donné de la nostalgie à ces images. Non du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est c'est d'essayer de raconter des traits, de raconter un peu ce qui s'est passé au XXe siècle à partir de ces photos. Donc je vais vous parler un petit peu des cinq pièces
enfin des 5 séries que j'expose ici à Saint-Hézis. Donc la toute première, en montant l'escalier, on tombe sur la série To Heaven. To Heaven, clin d'œil à Stairway to Heaven. C'est le travail d'un photographe, lui qui n'est pas du tout anonyme, qui s'appelle François Gabriel, un photographe de rue à Paris, qui pendant à peu près 40 ans s'est posé au pied de l'escalier Muller en bas de Montmartre et a passé tous ses dimanches à photographier les processionnaires, à photographier les touristes, les gens du quartier. C'est des photos qu'il vendait. Et ce travail est pour moi très, très étonnant parce que ça raconte la vie de Montmartre, la vie de Paris pendant 40 ans, sans jamais bouger l'appareil photo de cet endroit au pied des escaliers. Lorsque j'ai travaillé sur ce livre, sur cette série, j'ai été amené à rencontrer Sarah. Sarah, aujourd'hui une dame de 96 ans. Sarah, ses parents, Bronia et Isol, venus dans les années 20 à Paris, immigrés pour travailler. Le seul souvenir qu'a Sarah de ses parents, ce sont 8 photos qu'elle a en famille dans les escaliers Montmartre, photographiées par François Gabriel. Ses parents ont été raflés lors de la grande rafle du Veldiv, ont été déportés à Auschwitz et n'en sont pas revenus. Donc cette dame m'a très gentiment reçu, m'a donné plein de renseignements sur la manière dont François Gabriel fonctionnait. Il y avait plein de questions que je me posais quant aux compositions des images. Donc Sarah m'a bien raconté. Et une chose m'a fendu le cœur, c'est le lendemain du jour où j'ai rencontré Sarah, que sa fille m'appelle en me disant « Écoutez, j'ai eu ma mère au téléphone qui vous demande expressément de ne pas citer son nom de famille. » Et la seule chose qu'elle m'a dit à ce sujet, c'est qu'elle avait peur qu'il revienne. Le Predator, c'est la recherche de l'ombre du photographe. À peu près dans les années 20, si je ne dis pas de bêtises, arrive l'appareil photo Kodak familial. Chaque famille aux États-Unis, essentiellement au départ, a cet appareil photo et le père de famille photographie sa famille. On lui apprend de manière très simple que pour avoir une belle photo, il faut éviter le contre-jour, donc il faut toujours avoir le soleil dans le dos. En revanche, il oublie qu'ayant le soleil dans le dos, la plupart du temps, son ombre apparaît sur la photo. Donc au premier abord, je cherche cette ombre du photographe, mais ça ne me convient pas. Et puis au bout de quelques années, quand je commence à regarder le corpus, je me dis il y a un truc qui ne va pas. Mais je me rends compte, en fin de compte, que une partie de ces photos, cet homme, cette ombre du photographe, cette ombre a un chapeau. Et donc, ce chapeau fédère autre chose, donne l'impression que ce photographe est une tierce personne dans la photo. Il perd son statut de photographe et surtout, on a l'impression que sur chaque photo, on a toujours la même personne. Blanc, c'est un mélange de deux mots, de blanc et de black. Ça fait blanc. Le blanc, c'est quoi? Ce sont des photos, ce sont des négatifs papier. Le photographe de rue développait un négatif sur papier qu'il refotographiait avec le même appareil photo, et donc un négatif d'un négatif, ça donne un positif. Et c'était assez rapide. Je dirais que c'est, sans trop me tromper, c'est un peu l'ancêtre du Polaroid, et ça permettait aux touristes d'avoir sa photo de manière assez rapide. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ces photos, enfin plusieurs choses. D'abord, c'est des photos qui sont très rares à trouver,
parce que la plupart du temps, c'est une photo intermédiaire, donc c'est une photo prétexte, c'est une photo qui sert à en faire une autre. Donc dans le cas de la photographie touristique, c'était des photos qu'on jetait, qu'on ne gardait pas, on ne conservait que le positif. Donc ça, pour moi, c'était intéressant, mais surtout, pareil, dans ce côté, dans cette approche un peu politique de l'image, on se rend compte que la plupart de ces photos, bon, ça représente des personnages, bah, ces personnages sont des blancs, sont des blancs qui sont noirs en fin de compte. On se rend compte que par rapport qu'avec ce procédé photographique, pour le coup, là, je n'ai pas d'homme ou de femme noir dans ces photos, mais nous sommes tous noirs. Et moi, je trouve ça très intéressant. C'est un jeu photo. C'est ce qui pourrait s'apparenter aujourd'hui, je pourrais appeler ça le jeu du portrait robot. Donc c'est très amusant. En revanche, si on creuse un peu, ce jeu a été créé sur la théorie de l'eugénisme. Et là, ça devient beaucoup moins drôle. La théorie de l'eugénisme, en deux mots, c'est cette théorie où on part du principe qu'on peut définir le caractère des personnes par rapport aux traits de leur visage. Et c'est de là qu'a découlé le nazisme et cette théorie sur la race aryenne. Donc le jeu, en fin de compte, était tout autre. C'était pas un jeu de portrait robot. On donnait des spécificités bien précises dans la règle du jeu. Il fallait un visage calme. Donc il fallait créer le visage le plus calme, avec les yeux, le nez et la bouche qui correspondaient, la colère, la bêtise. Et on recréait, la demande était de recréer à chaque fois, par les traits de visage, quel était le comportement de la personne. Mon travail a été de reprendre tous ces portraits et de faire effectivement des portraits qui n'en sont plus. Là, j'ai tout mélangé, les nez, les bouches, les yeux, les hommes deviennent des femmes, et l'affiche de l'exposition reprend un physiognome où à partir d'un fond d'une femme avec une mèche, des yeux, un nez et une bouche avec cette petite moustache de Charlot, j'ai recréé un genre d'hybride d'Adolf Hitler sur la base d'un portrait de femme. Et pour moi, je veux casser le principe pour tout mélanger les gens, mélanger les caractères, mélanger ce que les gens pensent, les bouches à l'envers, les yeux à la place du nez, voilà, ce qu'on est tous un peu des gens un peu bancals. Ce travail de compilation, d'archivage a donné lieu à la réalisation de 3 ouvrages. Le premier s'appelle What the Fuck, le deuxième What the Mega Fuck et le troisième What the Super Mega Fuck. Voilà, donc rien que ça. Et ces 3 livres, en fin de compte, sont une mini-encyclopédie, c'est un grand mot, hein, de cet univers de la toile où les photos, en fin de compte, arrivent et disparaissent aussi vite. Disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. Ce qui est intéressant dans la manière dont le What the Fuck est présenté ici à Synthesis, c'est qu'on a récupéré l'ensemble des pages de deux titres et on s'est amusé sur le grand mur du couloir à recomposer les doubles pages et on a affiché l'ensemble de 2 livres totalement en double page sur le mur et c'est assez... c'est pas comment on dit, le Wall of Fame, c'est Hall of Shame plutôt. Wall of Shame, je sais pas comment on dit, c'est le mur de la honte, quoi, tu vois, c'est plutôt ça, the Great Wall of Shame.